Dans cette vidéo, tu trouveras les solutions du dossier de révision pour l'examen de décembre. Pour trouver un exercice en particulier, il te suffit de scroller la vidéo en cherchant le numéro qui t'intéresse. Dans ce deuxième exercice, on nous informe que le vecteur représenté ci-dessous est une résultante issue de deux forces formant un angle de 60 degrés. On nous demande de représenter une des paires de forces possibles. Donc nous avons ici la diagonale d'un parallélogramme. Nous allons devoir représenter F1 et F2, les deux vecteurs qui donnent naissance à cette résultante, et nous savons que la direction de F1 forme un angle de 60 degrés avec la direction de F2. Et donc, dans cet angle, nous allons retrouver notre vecteur résultant. Pour ce faire, la première étape consiste à représenter un angle de 60 degrés. Nous allons donc représenter une direction de façon aléatoire. Et nous allons maintenant représenter un angle de 60 degrés qui va inclure la direction de la résultante. Donc, par rapport à la direction que nous avons prise au hasard, nous allons maintenant venir représenter notre angle de 60 degrés. Voilà. Nous avons maintenant tracé la direction de F1 et de F2, et nous avons ici un angle de 60 degrés. Alors, pour pouvoir représenter F1 et F2, nous allons construire notre parallélogramme. Nous allons placer notre latte sur la direction de F1. Nous allons translater cette direction jusqu'à l'extrémité de notre vecteur résultant. Et nous allons tracer la direction obtenue. Ensuite, nous venons placer notre latte sur la direction de F2. On va translater notre latte jusqu'à l'extrémité de notre vecteur résultant. Et on va tracer la direction translatée. Voilà. Alors, on voit apparaître notre parallélogramme. Nous savons que F1 et F2 sont des côtés de ce parallélogramme, dont le point d'application est ici. L'intersection entre la direction de F2 et la direction translatée de F1 nous donne le sommet de F2. Et l'intersection entre la direction de F1 et la direction translatée de F2 va nous donner le sommet de F1. Nous avons ici représenté une des possibilités. Dans ce troisième exercice, on nous demande si le corps ponctuel représenté par un petit disque est au repos. Et on nous demande de justifier. Alors, un objet au repos est un objet qui est à l'équilibre de translation. S'il est à l'équilibre de translation, nous savons que la résultante des forces appliquées à notre objet est nulle. On va donc représenter sur les deux schémas la résultante des forces, et ainsi nous pourrons déterminer si notre objet est au repos ou peut être au repos ou non. Nous remarquons que nous sommes ici en présence de trois forces. Nous allons donc exclure le parallélogramme des forces et utiliser la méthode du polygone de Varignon. Nous allons commencer par translater le vecteur F1 sur l'extrémité du vecteur F2. On constate que le vecteur F1 mesure 4 cm. On translate la direction sur l'extrémité du vecteur F2. Et on va reporter sa taille qui est de 4 cm. Donc nous avons ici l'extrémité de F1'. En faisant ça, nous avons translaté F1, donc nous l'avons utilisé, sur l'extrémité de F2. Nous avons donc également utilisé F2. Nous n'avons pas encore travaillé avec F3. Nous allons maintenant translater le vecteur F3 sur l'extrémité de F1'. Donc, on commence par mesurer la taille de F3, qui mesure 3,5 cm. On translate la direction sur l'extrémité de F1'.
et on reporte la taille du vecteur. Nous avons ici f3'. L'extrémité de f3' nous donne le sommet de notre résultante. Nous avons ici une résultante. Comme la résultante est non nulle, nous savons que nous ne sommes pas à l'équilibre de translation et donc notre objet n'est pas au repos. Dans cette seconde partie, nous allons appliquer la même méthode puisque nous avons de nouveau trois forces. Nous allons commencer par translater le vecteur f1 sur l'extrémité du vecteur f2. Je rappelle ici que l'ordre avec lequel nous allons effectuer notre translation est aléatoire. Nous pouvons translater aussi f3 sur l'extrémité de f1. Cela ne changerait pas grand-chose. Donc, on mesure correctement la taille du vecteur et on le reporte sur l'extrémité d'un autre. Donc nous avons ici le vecteur f1'. Nous avons pris f1 que nous avons translaté sur f2, nous avons donc utilisé 1 et 2. Nous n'avons pas encore utilisé notre troisième vecteur, nous allons donc translater notre troisième vecteur sur l'extrémité de f1'. On translate la direction, on vient reporter la taille, et nous avons ici notre vecteur f3'. Nous constatons que nous revenons au niveau de notre point d'application, nous pouvons donc être au repos. La réponse finale va dépendre du degré de précision réalisé dans l'exercice. Donc, si vous arrivez sur votre point d'application, vous pouvez considérer que la résultante est nulle et donc vous pouvez être au repos. Si en revanche, vous vous éloignez du point d'application des forces, vous pouvez considérer qu'il y a une résultante non nulle et donc l'objet n'est pas au repos. De nouveau, votre construction doit être liée à une justification pour résoudre l'exercice. Dans cet exercice, on nous demande de représenter les composantes x et y de différentes forces. La méthode, donc la façon de faire, est assez analogue à l'exercice numéro 2. Comme on nous demande de représenter les composantes x et y, nous allons commencer par représenter notre repère. Donc, à la verticale, nous avons notre axe y, et à l'horizontale, nous retrouvons notre axe x. Une fois que nous avons représenté nos deux axes, il nous suffit de placer notre latte sur un des deux axes, donc ici l'axe y, de translater notre latte jusqu'à l'extrémité du vecteur force et de tracer la direction obtenue. Ensuite, nous venons placer notre latte sur l'axe horizontal. On translate jusqu'à l'extrémité du vecteur force et on obtient ainsi une seconde direction translatée. Nous voyons apparaître notre parallélogramme, notre force à décomposer et la diagonale de ce parallélogramme. L'intersection entre l'axe y et la translation de l'axe x nous donne le sommet de la composante y de notre force. Et l'intersection entre l'axe x et la direction translatée de l'axe y vient nous donner le sommet de la composante x de notre force. Dans cet exercice, une goutte d'eau de 0,1 g tombe en ligne droite à vitesse constante dans l'air. Donne les caractéristiques vectorielles de toutes les forces appliquées à la goutte et représente-les à l'échelle. Donc ici, nous connaissons la masse de notre goutte. La masse est de 0,1 g, soit 10 exposant moins 4 kg. À partir du moment où nous connaissons la masse, nous allons pouvoir déterminer le poids. Comme tout objet sur Terre, la goutte d'eau est attirée par la Terre et a donc un poids. La masse, 10 exposant moins 4, fois la constante de gravité 10, nous trouvons comme valeur de poids 10 exposant moins 3 newtons. Ensuite, nous savons que la goutte d'eau tombe en ligne droite et à vitesse constante. Donc, elle est à l'équilibre de translation.
Comme elle est à l'équilibre de translation, nous savons que la résultante des forces appliquées à notre goutte d'eau est nulle. Nous allons commencer par représenter la première force, le poids. Nous savons que le poids vaut 10 exposant moins 3 newtons. Donc, pour échelle, le plus simple, c'est de considérer que 1 cm sur le plan représente 10 exposant moins 3 newtons. Nous avons donc un vecteur poids vertical dirigé vers le centre de la Terre et ayant une intensité de 10 exposant moins 3 newtons. Nous savons que la résultante des forces appliquées à la goutte est nulle. Il y a donc une force qui vient annuler l'effet du poids. Ici, les forces de frottement. Comme on doit annuler l'effet du poids, les forces de frottement vont avoir la même direction, la même intensité, à savoir 10 exposant moins 3 newtons, mais seront de sens contraire au poids. Une bille en bois remonte à vitesse constante du fond d'un lac. Quelles sont les forces agissant dessus et quelle est la plus importante? Nous sommes sur Terre. Notre bille va donc avoir un poids. D'autre part, elle est immergée. Ça veut dire qu'elle subit la force d'Archimède. On sait que notre bille se déplace en ligne droite à vitesse constante. Elle est donc à l'équilibre de translation. Si elle est à l'équilibre de translation, ça signifie que la résultante des forces appliquées sur notre bille est nulle, et donc toutes les forces doivent s'annuler. Si les forces s'annulent, nous pouvons dire que le poids est égal en intensité à la force d'Archimède. Un avion tire un planeur de 300 kg en ligne droite et à vitesse constante, avec une force de traction de 2000 N. Cette dernière forme un angle de 10 degrés avec l'horizontale et vers le bas. À l'aide d'une construction à l'échelle, on nous demande de déterminer l'intensité de la force de portance, donc la force qui va maintenir le planeur dans les airs. Commençons par relever les différentes données. Nous connaissons la masse du planeur qui est de 300 kg. À partir du moment où nous connaissons sa masse, nous allons pouvoir directement déterminer son poids. Donc 300 fois la constante de gravité, 10, et nous trouvons comme valeur un poids de 3000 newtons. Ensuite, nous savons que la force de traction que nous allons appeler Ft a une intensité de 2000 newtons. On sait que l'angle de la force de traction par rapport à notre horizontale est de 10 degrés et que cette dernière va vers le bas. Et enfin, on nous demande de déterminer la valeur de la force de portance. Nous avons quand même encore une autre information, puisque nous savons que nous sommes en ligne droite et à vitesse constante. Cela signifie que le planeur est à l'équilibre de translation. Et donc, la résultante des forces appliquées à ce dernier est nulle. Avant de réaliser notre schéma à l'échelle, commençons par faire un petit croquis pour pouvoir situer les différentes forces et comprendre comment est-ce que nous allons pouvoir résoudre l'exercice. On représente rapidement notre horizontale avec notre planeur. Ce dernier est soumis au poids et formant un angle de 10 degrés par rapport à l'horizontale allant vers le bas, nous retrouvons notre force de traction. Nous savons que la résultante des forces est nulle. Ça signifie que notre force de portance va devoir annuler ou contrebalancer l'effet du poids et de la force de traction. Donc, en plaçant une seule force, nous allons devoir en annuler deux. Ça signifie que la méthode la plus simple consiste à faire la résultante de la force de traction et du poids via la méthode du parallélogramme. Une fois que nous avons cette résultante, nous n'avons plus qu'à placer notre force de portance ayant la même direction, ayant la même intensité, mais de sens contraire au poids,
Et ainsi, nous avons bien une résultante totale des forces qui est nulle. Passons maintenant à notre schéma à l'échelle. Pour réaliser notre schéma à l'échelle, la première étape consiste à définir une échelle. Ici, les deux forces dont nous connaissons l'intensité, à savoir le poids 3000 Newton et la force de traction 2000 Newton, il paraît préférable de choisir comme valeur d'échelle 1 cm sur notre plan représente 1000 Newton. Et donc, notre poids sera représenté par un vecteur de 3 cm. Et notre force de traction sera représentée par un vecteur de 2 cm. La force de traction forme un angle de 10 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, nous représentons notre horizontale. Et par rapport à ce point, nous allons représenter un angle de 10 degrés vers le bas. Nous avons maintenant la direction de notre force de traction. Et nous savons que la taille du vecteur est de 2 cm. Donc nous allons représenter notre vecteur force de traction sur sa direction. Voici. Maintenant, nous allons faire la résultante de ces deux afin de pouvoir l'annuler. On peut appliquer la règle du parallélogramme des forces puisque nous n'avons que deux vecteurs. Voilà. Nous savons que notre résultante sera la diagonale de ce parallélogramme. Le point d'intersection entre les deux directions translatées nous donne le sommet de notre résultante. Et notre force de portance viendra annuler cette dernière. Donc nous allons conserver la direction de la résultante pour la force de portance. On va mesurer la taille du vecteur. On constate que c'est 3,9 cm. Donc notre force de portance sera représentée par un vecteur de 3,9 cm et en même direction que la résultante, mais de sens opposé. Nous avons donc ici notre force de portance. La force de portance est représentée par un vecteur de 3,9 cm. Nous savons que 1 cm sur le plan représente 1000 Newton. En faisant une règle de 3, nous trouvons donc que l'intensité de la force de portance est égale à 3900 Newton. Lors d'une fête d'enfants, on suspend une pinata d'une masse de 3 kg par deux cordes fixées au plafond de la salle. Quelle sera la grandeur des tensions dans ces deux cordes? Commençons par regarder nos données. Nous connaissons la masse qui est de 3 kg. À partir du moment où nous connaissons la masse, nous pouvons aisément calculer le poids et nous trouvons comme valeur du poids 30 Newton. Nous savons également que notre pinata est au repos. Ça signifie qu'elle est à l'équilibre de translation et donc la résultante des forces appliquées à cette dernière est nulle. Pour le moment, nous sommes certains de la présence du poids et le poids agit sur un axe vertical. Commençons par représenter cet axe. Sur cet axe, nous allons pouvoir représenter notre vecteur poids. Nous savons que la résultante est nulle. Ça signifie qu'il y a une force, une composante ou une résultante qui doit venir annuler l'effet du poids. Représentons là, et nous avons ici ce que nous allons appeler moins G, puisqu'elle annule l'effet du poids. Rien n'explique cette force. C'est donc soit une composante, soit une résultante. Qu'est-ce qui maintient la pinata dans les airs? Ce sont les deux cordes attachées, donc ce sont des tensions. Ça signifie que ce que nous avons appelé moins G est en réalité la résultante des différentes tensions dans la corde. Commençons par représenter ces différentes tensions. Nous avons ici
T1, et on va représenter maintenant T2, comme ça. Nous avons maintenant représenté nos différentes forces. Nous savons que le vecteur G plus le vecteur T1 plus le vecteur T2 s'annulent. Étudions notre schéma pour déterminer les valeurs de T1 et T2. La pinata et le plafond forment un triangle qui sera rectangle, puisque nous avons un angle de 35 degrés plus un angle de 55 degrés. Ça veut dire que alpha 1 plus alpha 2 égale 90 degrés. La somme des angles d'un triangle faisant toujours 180 degrés, nous savons qu'ici nous avons un angle droit. On remarque également que notre verticale vient faire deux triangles rectangles. Nous avons donc ici notre premier triangle rectangle avec un angle de 35 degrés, un angle droit, et donc nous retrouvons un angle de 55 degrés ici, nous retrouvons donc alpha 2. Nous avons un deuxième triangle rectangle qui sera plus petit, ici, avec alpha 2, ici un angle droit, ce qui signifie que nous retrouvons à cet endroit-ci alpha 1, soit 35 degrés. Étudions nos triangles force. Nous avons ici un triangle force composé de ce que nous avons appelé moins G et T1. On remarque qu'à cet endroit-ci, nous avons la projection de T2 et que l'angle entre moins G et T1 vaut alpha 2. Nous avons un angle droit ici, nous retrouvons donc alpha 1. Comme le schéma commence à devenir chargé, il ne faut pas hésiter à venir représenter notre triangle et donc recommencer un nouveau schéma. Nous retrouvons donc bien T1 et moins G. Entre T1 et moins G, un angle de 55 degrés, notre angle droit, la projection de T2, et enfin un angle de 35 degrés entre T2 et moins G. À partir de ce triangle rectangle, nous allons pouvoir appliquer le fameux SOHCAHTOA mathématique. Et donc, par rapport à notre angle de 55 degrés, nous allons venir placer nommer du moins nos différents côtés. Moins G représente l'hypoténuse. En face de l'angle de 55 degrés, on retrouve le côté opposé, et T1 est le côté adjacent. Nous souhaitons connaître T1, donc l'adjacent, et nous souhaitons également connaître T2, donc le côté opposé. Nous connaissons la valeur de l'angle, 55 degrés, et nous connaissons également la valeur de moins G, puisqu'elle a la même intensité que le poids, à savoir 30 newtons. On remarque que la fonction sinus va nous donner l'opposé, donc T2, et la fonction cosinus va nous donner T1. Donc sinus alpha est égal à opposé sur hypoténuse. Dans ce cas-ci, nous avons sinus d'alpha qui est égal au côté opposé T2 sur l'hypoténuse G. Et donc T2 est égal à sinus alpha fois G, soit sinus de 55 fois 30. Et nous trouvons comme valeur de T2 24,57 newtons. Maintenant, la fonction cosinus nous donnera la valeur de T1. Cos alpha est égal à adjacent sur hypoténuse. On va donc avoir cosinus de l'angle alpha est égal à T1 sur G. Et donc T1 est égal à cos alpha fois G. On va donc avoir cosinus de 55 fois 30. Et nous trouvons comme valeur 17,20 newtons pour T1. Une personne tente d'ouvrir une vieille porte en fer d'1,2 m de long. Elle exerce sur l'extrémité de la porte opposée aux charnières une force de 90 newtons.
Les forces de résistance des charnières s'exercent à 1 cm de l'axe de rotation et valent 10 exposant 4 newtons. On nous demande de déterminer si la porte va s'ouvrir. Autrement dit, on nous demande de savoir si la porte est à l'équilibre de rotation. Donc, les moments de force s'annulent-ils ou le moment de force moteur est-il plus grand que le moment de force résultant, auquel cas elle tourne. Commençons par réaliser un schéma de la situation. On représente d'abord notre axe de rotation. Ensuite, on vient représenter notre porte. Nous savons que la distance de cette dernière est de 1,2 m et on va exercer une force à l'extrémité. Donc, nous avons notre force motrice qui est exercée à l'extrémité de ces 1,2 m et notre force motrice vaut 90 N. 1,2 m correspond donc à la distance motrice. À 1 cm de la charnière, donc de l'axe de rotation, nous avons la force de résistance qui va agir. Ça veut dire que nous avons ici une distance résistante qui vaut 1 cm, soit 10 exposant moins 2 mètres. Et notre force résistante est ici. Elle vaut 10 exposant 4 newtons. Notre force motrice va faire tourner dans ce sens notre porte, tandis que notre force résistante va s'opposer comme ceci. On va donc avoir un moment résistant et ici un moment moteur. Commençons par calculer la valeur du moment résistant. Le moment de force est donné par la force fois la distance entre le point d'application de la force et l'axe de rotation. On va donc avoir 10 exposant 4 newtons multiplié par 10 exposant moins 2 mètres et nous trouvons comme valeur de moment résistant 100 newton-mètres. Notre moment moteur est donné par la relation force motrice fois distance motrice. La valeur de la force motrice est de 90 newtons, la distance motrice est de 1,2 m et nous trouvons comme valeur de moment 108 Nm. Ici, notre moment moteur est plus grand que notre moment résistant. Nous ne sommes pas à l'équilibre de rotation, donc oui, la porte va s'ouvrir. Le muscle sternocléido-mastoïdien est un muscle du cou qui permet la stabilité de la tête. Si nous considérons qu'il est le seul muscle du cou à intervenir dans le maintien horizontal de la tête et qui développe une force de 51,96 N pour maintenir la tête horizontale, on nous demande de déterminer la masse de la tête. Donc ici, nous considérons que la tête est à l'équilibre de rotation, à savoir que la somme des moments faisant tourner la tête dans un sens est égale à la somme des moments faisant tourner la tête dans l'autre sens. Nous connaissons également la force musculaire qui est de 51,96 N. En observant le schéma, la distance musculaire vaut 4 fois 10 exposant moins 2 mètres et la distance entre l'axe de rotation et le point d'application du poids vaut 3 fois 10 exposant moins 2 mètres. On constate également que notre force musculaire n'est pas perpendiculaire à notre axe. Donc, nous allons calculer tout d'abord la composante perpendiculaire. Réalisons un schéma pour nous aider à déterminer cette dernière composante. Nous avons donc l'axe de la tête qui est horizontal. Nous avons le point d'application de notre force musculaire et elle forme un angle de 30 degrés par rapport à la verticale. Et nous avons ici la composante perpendiculaire de notre force musculaire. Utilisons le moyen mnémotechnique mathématique, SOHCAHTOA, pour déterminer cette composante perpendiculaire. Dans le triangle, elle représente le côté adjacent. Nous connaissons la valeur de l'angle, donc nous avons le sinus, le cosinus et la tangente. Et la force musculaire, dont nous connaissons également la valeur, 51,96 N, représente notre hypoténuse. On remarque que nous allons devoir utiliser le cosinus pour déterminer cette composante perpendiculaire. Cosinus alpha
est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc ici, cos alpha est égal à la force motrice perpendiculaire sur la force motrice. Notre force motrice perpendiculaire est donc égale à cos alpha fois la force musculaire. Et donc nous avons cos 30 fois 51,96 et nous trouvons comme valeur de composante 44,99 newtons. Donc la condition pour être à l'équilibre de rotation, c'est que le moment musculaire soit égal au moment du poids. Donc nous avons ici notre moment musculaire et à cet endroit-ci le moment du poids. Le moment musculaire doit être égal au moment du poids. Le moment musculaire est donné par force musculaire perpendiculaire fois distance musculaire et ça doit être égal à la valeur du poids fois la distance entre le point d'application du poids et l'axe de rotation. Notre équation va donc devenir 44,99 fois 4 fois 10 moins 2 est égal au poids fois 3 fois 10 moins 2. Les 10 moins 2 étant présents de part et d'autre de l'égalité, ils peuvent se simplifier. Et nous avons donc le poids qui est égal à 44,99 multiplié par 4 divisé par 3. Et nous trouvons comme valeur du poids 59,99 newtons. Il faut bien faire attention, on nous demande ici de déterminer la masse. La masse est égale au poids divisé par la constante de gravité, donc 59,99 divisé par 10, nous trouvons 5,999 kg. Le Père Noël a une masse de 100 kg. Il est au sommet d'un toit incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il glisse sur une peau de banane laissée à son intention par le Grinch. S'il dévale la toiture à vitesse constante, on nous demande de déterminer la valeur des forces de frottement subies par le Père Noël. Donc, nous connaissons la masse du Père Noël, 100 kg. À partir du moment où nous connaissons sa masse, nous pouvons déterminer son poids et nous trouvons comme valeur du poids 1000 newtons. Représentons maintenant la situation. Ce dernier se trouve sur un plan incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc on représente notre plan incliné et nous avons un angle de 30 degrés au niveau de sa base. Représentons le Père Noël à un endroit quelconque du toit. Il va être soumis à un poids. Quand nous sommes sur un plan incliné, ce poids va avoir deux effets différents. D'une part, il pousse sur le plan incliné, et d'autre part, il nous fait aller vers le bas. Nous avons donc un axe perpendiculaire et un axe parallèle. Il faut donc décomposer le poids dans sa composante parallèle et dans sa composante perpendiculaire. Nous savons que le Père Noël glisse à vitesse constante et en ligne droite. Il est donc à l'équilibre de translation. Ça signifie que la somme des forces, la résultante des forces appliquées au Père Noël est nulle. Maintenant, nous avons deux axes, donc cette résultante doit être nulle sur chacun de ces axes. Sur l'axe parallèle, la résultante des forces appliquées sur l'axe parallèle est égale à 0. Et sur l'axe perpendiculaire, la résultante des forces appliquées sur cet axe doit également être nulle. Ça signifie que nous avons deux autres forces qui vont intervenir, les forces de frottement que nous devons calculer, et d'autre part, sur l'axe perpendiculaire, une force que nous allons appeler normale. Nous devons déterminer uniquement la valeur des forces de frottement situées sur l'axe parallèle. Nous n'allons donc pas étudier l'axe perpendiculaire. On va se concentrer uniquement sur notre axe parallèle. Donc, sur l'axe parallèle, nous savons que la résultante des forces agissant dessus est nulle. Quelles sont les différentes forces en présence ? On a d'une part la composante parallèle du poids et d'autre part les forces de frottement. Ces deux forces ont même direction, mais sont de sens contraire. On va donc avoir comme formule
pour la résultante, le poids parallèle moins les forces de frottement égale 0. Il en ressort que l'intensité du poids parallèle est égale à l'intensité des forces de frottement. Autrement dit, si nous trouvons la valeur du poids parallèle, nous trouvons la valeur des forces de frottement. Concentrons-nous maintenant sur la valeur du poids parallèle. Nous savons que l'angle entre le poids et le poids perpendiculaire était le même que celui du plan incliné, donc 30 degrés. Nous avons ici la projection du poids parallèle, que nous allons appeler G parallèle prime, et on remarque que c'est le côté opposé. Dans le moyen mnémotechnique mathématique, SOHCAHTOA, nous recherchons donc le côté opposé, nous connaissons la valeur de l'angle, et nous connaissons également l'intensité du poids, donc nous avons l'hypoténuse. Il en ressort que nous allons utiliser la fonction trigonométrique sinus. Sinus alpha est égal à opposé sur hypoténuse. Dans le cas présent, sinus alpha est égal à la composante parallèle du poids sur le poids. La composante parallèle du poids est donc égale à sinus alpha fois le poids. Et nous avons donc G parallèle qui est égal à sinus de 30 degrés multiplié par l'intensité du poids 1000 newtons. Nous trouvons comme valeur de poids parallèle 500 newtons et ça nous donne également l'intensité des forces de frottement.